Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Investir pour l'avenir, c'est le titre de cette deuxième matinée de Renaudez. Nous allons maintenant accueillir un expert international de référence sur le climat et la géopolitique de l'environnement. Il est professeur à HEC, à Sciences Po, à l'Université de Liège. Il mène depuis des années des recherches sur la gouvernance du climat et la transition, co-auteur du dernier rapport du GIEC, François Gémen. Bonjour, merci de m'accueillir ce matin pour Renaudez. D'abord, bravo de consacrer un salon à cette question essentielle qui est celle de la rénovation du bâti. C'est un sujet dont j'aime beaucoup parler parce que c'est un sujet qui, je crois, a la capacité de rassembler et de réconcilier les Français dans une large mesure avec la transition. Et je vais prendre une vingtaine de minutes pour essayer d'expliquer pourquoi la transition a la capacité, pourquoi la rénovation a la capacité de réconcilier les Français avec la transition climatique. Et puis je dirais aussi quelques mots de comment on peut lever certains des obstacles aujourd'hui à la rénovation. Alors, je ne vais pas pouvoir fournir de la stabilité gouvernementale, hélas, ça dépasse ma compétence. Mais par contre, je crois qu'il y a d'autres leviers qu'on peut actionner. Tout d'abord, quelques mots sur le débat actuel et sur l'état d'esprit vis-à-vis de la transition climatique. On le sait, elle apparaît aujourd'hui de plus en plus largement comme une contrainte qui nous pèse sur les épaules, comme un boulet qui entrave la compétitivité des entreprises. Et c'est vrai que quand on en parle dans le débat public, on va généralement en parler en termes de coûts supplémentaires, en termes d'efforts à fournir, en termes de réglementations additionnelles auxquelles se conformer, voire même en termes de sacrifices à accepter ou de renoncements auxquels consentir. Et donc, lorsqu'on va parler de la transition climatique aux gens, on va en gros leur énumérer une liste de choses dont ils n'ont pas envie. Et ça, je crois que c'est fondamental aujourd'hui dans ce qui va expliquer que tant de voix disent qu'on est allé trop loin, qu'on s'est fait plus catholique que le pape, qu'au fond, il faudrait renoncer à toute une série des mesures que nous avons engagées. Et je comprends parfaitement qu'on puisse voir la transition comme une contrainte parce que je crois qu'on voit surtout les coûts qui y sont associés, les efforts qui y sont associés, et qu'on ne voit pas suffisamment les bénéfices qui sont associés à la transition. Or, je crois que si on veut convaincre les gens de l'intérêt et de la nécessité de la transition climatique, il faut leur montrer ce qu'ils ont à y gagner. Or, ici, on a surtout insisté sur ce que les gens avaient à perdre si nous n'agissions pas. Tout le discours sur la transition a longtemps et reste largement été organisé autour des risques associés à l'inaction. Qu'est-ce qui va se passer si nous n'agissons pas ? Si on n'agit pas, ça va être des catastrophes qui vont s'abattre sur la France, ça va être des milliards d'euros de coûts additionnels. Et donc tout était vraiment organisé autour des risques associés à l'inaction. On a en réalité assez peu parlé des bénéfices qui sont associés à l'action. Or, qu'est-ce qui va faire que nous transformions nos comportements, nos organisations, nos modèles d'affaires ? C'est évidemment l'intérêt que nous allons pouvoir y trouver. Dans notre vie de tous les jours, nous adoptons un nouveau comportement, nous changeons d'habitude, nous engageons des travaux, si on y trouve un intérêt. Or, pour le moment, l'intérêt de la transition n'apparaît pas clairement aux yeux de tous. Et j'ai l'impression qu'on se trouve vis-à-vis de la transition un peu dans le même état d'esprit que les Parisiens au début du mois de juillet 2024 à l'approche des Jeux Olympiques. Et certains d'entre vous se souviennent sûrement de l'ambiance qui régnait à Paris il y a un peu plus d'un an. Plus personne ne voulait entendre parler de ces maudits Jeux Olympiques. Ça allait être le fiasco de la décennie, ça allait être un énorme raté, rien n'était prêt, il y avait plein de problèmes d'organisation et de sécurité, les chantiers n'étaient pas terminés, il y avait des embouteillages à n'en plus finir, les touristes n'arrivaient pas, ça n'allait pas fonctionner. Et, à en croire les sondages, une majorité des Parisiens regrettaient amèrement
que leur ville se soit un jour portée candidate à l'organisation de ces maudits Jeux Olympiques qui allaient faire de nous la risée du monde entier. Et donc, logiquement, une partie des Parisiens se retirait prudemment à la campagne pour observer tout ça de loin à la télévision. Et puis, les cérémonies ont débuté, les épreuves ont commencé, et là, d'un coup, tout le monde a réalisé que les Jeux Olympiques n'allaient pas du tout être le fiasco annoncé, mais au contraire, allaient être une grande réussite collective, un motif de fierté nationale, une parenthèse enchantée, et les Parisiens qui s'étaient retranchés à la campagne ont commencé à se mordre les doigts en se disant qu'ils n'avaient pas pris là la décision la plus intelligente de leur vie, ou alors à utiliser ces mêmes doigts pour chercher frénétiquement sur Internet les derniers billets disponibles et rentrer dardard à la capitale. Pour que notre état d'esprit vis-à-vis des Jeux Olympiques change du tout au tout, il a fallu que ces Jeux soient incarnés et qu'au fond nous puissions les toucher du doigt et que nous puissions voir à quel point ça allait être super après qu'on nous avait bassiné les oreilles avec ces Jeux pendant des semaines et des mois. Eh bien, je crains que ça soit un peu la même chose pour la transition. Nous sommes aujourd'hui en juillet 2024 et donc, faute de pouvoir un peu toucher du doigt à quoi va ressembler cette fameuse économie décarbonée, ce monde post-fossile, nous sommes assaillis de doutes, d'hésitations et d'atermoiements. A fortiori, quand on va parler du climat. Une phrase que Bruno Latour disait et qui est extrêmement juste au-delà du jeu de mots, c'est que le climat, littéralement, ça passe au-dessus de la tête des gens. Et je suis frappé effectivement que dans le discours sur le climat, on parle sans cesse de l'habitabilité de la planète. Est-ce que nous allons encore pouvoir habiter la planète dans 50 ans? La question fondamentale qui est posée par le changement climatique, on le sait, c'est la question de l'habitabilité. Sauf que l'habitabilité, ça ne parle pas aux gens concrètement. L'habitabilité de la planète, ça ne veut pas dire grand-chose parce que concrètement, ce qui importe pour eux, c'est l'endroit où ils habitent tous les jours, c'est leur habitat. Et donc, un enjeu fondamental, si on veut réussir la transition, c'est littéralement de la faire atterrir dans le vécu des gens. Et le vécu des gens, ça veut dire évidemment comment ils se transportent, ça veut dire comment ils mangent, mais ça veut dire avant toute chose comment ils vivent et comment ils travaillent. Et donc, si on veut faire atterrir la transition, il faut absolument s'occuper quasiment en premier lieu des endroits où les gens vivent et travaillent au quotidien, c'est-à-dire de leur logement et de leur lieu de travail. Or, on le sait aujourd'hui, le bâti en France est ancien, il est en très mauvais état. C'est un des rares pays industrialisés que je connaisse où il y a littéralement des immeubles qui s'effondrent en plein centre-ville. Et donc, je ne vais pas évidemment vous le redire ici et vous êtes tous convaincus, il y a la nécessité très forte d'engager bien davantage la rénovation des logements et des bâtiments. Le problème, c'est que souvent, cette question de la transition et de la rénovation a été, je dirais, on en a parlé de façon un peu désincarnée, et que parfois aussi, on a le problème d'un discours qui apparaît comme culpabilisant pour les ménages les plus précaires et qui va donner l'impression que la question de la transition est accessible uniquement aux ménages les plus nantis, ceux qui auraient la possibilité de s'acheter une voiture électrique ou d'investir des milliers, des dizaines de milliers d'euros dans des travaux de rénovation globale. Et ça, évidemment, c'est une grande difficulté. Et si la rénovation doit être une priorité absolue en matière de politique climatique, c'est parce qu'elle permet littéralement de faire d'une pierre trois coups. Elle permet d'abord de réconcilier des objectifs d'atténuation avec des objectifs d'adaptation. On le sait, en France, depuis l'été 2022, quand on a pris conscience un peu brutalement de notre vulnérabilité aux impacts du changement climatique, la question de l'adaptation a commencé à monter dans l'agenda et aujourd'hui, on se rend bien compte que nous n'échapperons pas à l'évidence aux impacts du changement climatique et on se rend bien compte que nous ne sommes pas prêts et qu'il va falloir s'adapter à ces impacts. Le problème, c'est que dans le débat public, dès lors qu'on va parler d'adaptation,
souvent ce discours va être perçu comme un discours de renoncement aux politiques d'atténuation, c'est-à-dire aux politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc on va entendre de plus en plus l'idée que le scénario du gouvernement d'une France à plus 4 degrés, c'est un scénario catastrophe et défaitiste, que l'adaptation est un prétexte pour éviter de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et c'est toute une série de messages qu'on entend régulièrement dans le débat public. Pourtant, nous devons réaliser que nous n'avons pas le luxe, nous n'avons plus le luxe aujourd'hui de choisir entre l'atténuation et l'adaptation. Nous allons littéralement devoir faire les deux, et c'est absolument essentiel. Il va falloir à la fois éviter ce qui serait ingérable, mais aussi gérer ce qui est d'ores et déjà inévitable. Pour la bonne et simple raison que les impacts du changement climatique auxquels nous serons confrontés en France et en Europe ne dépendent pas uniquement de nos émissions actuelles, mais dépendent aussi des émissions passées, et surtout ne dépendent pas uniquement des décisions qu'on prendra à Paris et à Bruxelles, mais ça dépend évidemment aussi de ce qui se décide à Washington, à Pékin, à Lagos, au Caire, à Mexico, à Jakarta et évidemment à Delhi. Nous n'avons pas, en tant que pays, la maîtrise des impacts que nous allons connaître. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que la question de l'adaptation ne doit certainement pas être opposée à la question de l'atténuation. Ce sont aujourd'hui deux voies d'action absolument complémentaires face au changement climatique. Et nous commettrions une grande erreur si on considérait que l'adaptation était un renoncement face à l'atténuation. Cela étant dit, force est de constater que les deux sujets restent encore souvent opposés dans le débat public. Et la rénovation des bâtiments est clairement un moyen de les réconcilier parce que, vous le savez, on va atteindre à la fois un objectif d'atténuation et un objectif d'adaptation. On va éviter que les logements soient des passoires énergétiques en hiver. On va éviter qu'ils soient des fours en été. Et non seulement on va réconcilier atténuation et adaptation, c'est le premier coup, mais le deuxième coup, c'est qu'on va aussi réconcilier les politiques climatiques et les politiques sociales. Aujourd'hui, une des raisons qui explique le ressentiment qu'on peut avoir parfois à l'égard des politiques de transition, voire à l'égard de l'écologie tout court, c'est le sentiment que l'écologie va être pensée par des bourgeois qui habitent en plein centre urbain, qui vont vouloir régenter la vie des plus pauvres, qui vont vouloir leur imposer des réglementations, des taxations, des interdictions, etc., etc. Et donc souvent, l'impression va être donnée qu'au fond, la transition est pensée par et pour les habitants plus riches des centres-villes et que les autres vont surtout subir l'effet de ces mesures. Or, la rénovation va précisément permettre de réconcilier ces impératifs sociaux avec les impératifs environnementaux. Et je crois que nous devons aussi considérer la question de la rénovation des bâtiments, non seulement des logements, mais aussi des bâtiments publics, et je pense en particulier aux bâtiments scolaires, comme une priorité en matière sociale. C'est aussi la manière de montrer aux quartiers périphériques au centre-ville, la manière de montrer aux ménages plus précaires que la transition, ça veut dire aussi des bénéfices pour eux. Et que ce n'est pas juste un truc pensé aux bénéfices des bourgeois des centres-villes, mais que ça va également leur apporter des bénéfices. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel si on veut réussir la transition parce qu'elle apparaît aujourd'hui comme relativement inéquitable. Et la question de l'équité, ce n'est pas seulement une question morale ou une question de principe, c'est aussi une question de l'efficacité des politiques climatiques. Et donc c'est pour ça que la rénovation doit être, à mon sens, une des priorités absolues de toute politique climatique, parce qu'elle réconcilie l'atténuation et l'adaptation, parce qu'elle réconcilie les questions environnementales et les questions sociales. Il y a une double réconciliation. Le problème, vous le savez, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore fait grand-chose et qu'aujourd'hui, ça patine. On n'est pas aujourd'hui au rythme nécessaire et donc le résultat, c'est que les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du bâtiment ne baissent pas et ont même légèrement augmenté au cours des derniers trimestres.
c'est un des rares secteurs en France où les émissions ne baissent pas. Et comme c'est un secteur important, si on ne parvient pas à baisser les émissions du secteur du bâtiment, ça va évidemment compromettre nos objectifs de décarbonation. Pour que ça fonctionne, il faut, à mon avis, 3 éléments essentiels pour sortir un peu du blocage et du marasme actuel. Premier élément, il faut un cap clair, il faut des réglementations qui soient simples et lisibles, il faut des gens et il faut de l'argent. Sur la question du cap clair et de la continuité, on a évidemment besoin d'une clarté au niveau gouvernemental, on a besoin d'une clarté de politique publique et très clairement, toutes les hésitations du moment, l'instabilité du moment, plombent la transition, pas uniquement la rénovation, mais plombent toute une série d'investissements. Sur ce plan-là, je ne peux absolument rien faire. Deuxième élément qui bloque, et je crois qu'il faut davantage insister là-dessus, c'est la question des gens. Qui va concrètement aller poser les châssis? Qui va concrètement isoler les logements, les maisons, les appartements? Il y a un vrai enjeu sur les métiers de la transition et singulièrement sur les métiers de la rénovation. Et je crois que c'est vraiment important d'insister sur le fait que ces métiers du bâtiment, ce sont les métiers clés de demain. A fortiori, dans un environnement de travail qui va être de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle, ces métiers de la rénovation, ce sont en réalité les métiers qui vont sans doute être le plus utiles demain. Et aujourd'hui en France, on a un vrai problème de main-d'œuvre et de qualification sur ces métiers. On a parfois considéré que c'était, en termes de formation, un secteur qui était parfois une voie de garage, alors que c'est aujourd'hui un des secteurs les plus essentiels à l'économie. Et je crois que c'est vraiment important, y compris et en particulier auprès des jeunes, de bien insister que s'ils veulent devenir des héros de la transition, en réalité, ils ont intérêt à travailler dans le bâtiment, parce que c'est là que concrètement, ils pourront rentrer chez eux à la fin de leur journée et se dire, eh bien, aujourd'hui, j'ai fait concrètement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas beaucoup de métiers où, effectivement, en rentrant chez soi le soir, on peut se dire, j'ai fait concrètement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, à mon avis, on a un vrai enjeu de recrutement et ça va passer aussi par des campagnes, y compris des campagnes de publicité, pour valoriser davantage ces métiers du bâtiment, ces métiers de la rénovation. Dernier point sur lequel je voulais insister, le nerf de la guerre, la question du financement. On se rend bien compte aujourd'hui que le modèle arrive un peu à bout de souffle, que tout le monde se rend bien compte que la rénovation jusqu'ici dépendait largement des subventions publiques, que ces subventions publiques se tarissent, font l'objet de remaniements perpétuels. Et je pense que c'est vraiment essentiel aujourd'hui que nous sortions d'un modèle qui dépende à ce point des subventions publiques. Et si je veux pousser le bouchon un peu plus loin, je dirais même qu'il ne faut plus compter du tout sur la moindre subvention publique pour la rénovation. Néanmoins, il faut de l'argent et vous le savez, au niveau d'un ménage, une rénovation globale, ça peut coûter très cher et c'est aujourd'hui une somme que beaucoup de ménages n'ont pas forcément. Je voudrais, parce qu'une fois qu'on a dit le modèle de financement est arrivé à bout de souffle, etc., on n'a pas dit grand-chose et il faut faire des propositions en face. En voilà 2. Première proposition, c'est de mobiliser pour la rénovation bien davantage l'épargne des Français. On a aujourd'hui en France un gouvernement dont les caisses sont vides, mais nous avons en France une quantité d'épargne qui est absolument gigantesque. L'épargne connue dans les banques françaises est évaluée à au moins 6 000 milliards d'euros, et c'est sans compter l'argent planqué en Suisse et au Luxembourg. Aujourd'hui, la tragédie gouvernementale à laquelle nous assistons, qui est plutôt un opéra comique, tourne autour de 44 milliards d'euros d'économies.
l'argent des Français dans les banques, c'est 6 000 milliards d'euros et ça augmente chaque jour parce que les Français sont inquiets de l'avenir, qu'il y a beaucoup d'incertitudes et donc ça incite évidemment les gens à épargner davantage. Et nous avons un gros débat dans la question des comptes publics sur la question de la contribution des boomers. On dit que ce sont les retraites qui coûtent énormément d'argent, qui vont plomber le budget, etc. Et donc il y a un gros débat également sur l'équité entre générations dans la contribution aux finances publiques. Alors bien entendu, je ne vais pas ouvrir ici le chapitre sur les retraites, mais force est de constater qu'en termes d'accès à la propriété, il y a une grosse différence entre les jeunes d'aujourd'hui et les boomers d'hier. Or, la génération des boomers, c'est une génération qui va aussi mécaniquement s'éteindre et qui va donc léguer aux générations d'après d'importants biens immobiliers, des appartements, des studios, des maisons. Une bonne partie de ces biens immobiliers sont aujourd'hui en piteux état. Et souvent, des personnes âgées vont se dire « Est-ce que je vais investir des dizaines de milliers d'euros pour procéder à la rénovation de mon logement ?» alors que globalement, j'en profiterai assez peu moi-même, alors que globalement, je n'ai pas vraiment de certitude sur l'avenir. Si nous permettions que les montants engagés pour la rénovation des bâtiments soient déduits des frais de succession que paieront les générations suivantes quand ils hériteront des logements, je pense qu'on parviendrait à mobiliser des ressources très importantes pour financer la rénovation. À la fois évidemment parce que ça serait intéressant pour les ménages et aussi parce que je pense que symboliquement, la génération des boomers, comme on dit, serait heureuse de léguer aux générations suivantes un bien qui soit en meilleur état d'un point de vue énergétique. Et de surcroît, cette déduction sur les frais de succession permettrait aux générations suivantes d'accéder beaucoup plus facilement à la propriété. Or, nous savons qu'aujourd'hui, l'accès à la propriété, c'est un enjeu fondamental pour les jeunes d'aujourd'hui et c'est un des motifs de ressentiment et de colère sociale, c'est que les jeunes aujourd'hui ne parviennent plus à accéder à la propriété. Et donc non seulement ça faciliterait la rénovation des logements, ça faciliterait l'accès à la propriété des plus jeunes générations et ça permettrait de débloquer des montants tout à fait substantiels pour la rénovation des logements et des bâtiments. C'est la première piste que je voulais suggérer. La seconde, c'est de travailler avec les établissements de crédit qui vont donner des crédits pour la rénovation des logements. Aujourd'hui, ces crédits sont considérés comme des crédits de consommation qui sont affectés à la personne. Et on peut toujours dire qu'on va se rembourser sur les économies d'énergie. Le fait est qu'il faut mobiliser beaucoup d'argent au début et que le retour sur investissement va parfois s'étaler pendant des années et des années. Et que donc, à nouveau, potentiellement pour des personnes relativement âgées, ce n'est pas évident d'envisager ce retour sur investissement sur de long terme. C'est là où je crois qu'il faut considérer que nos bâtiments, notre parc de logements, ce ne sont pas seulement des biens de consommation, mais c'est aussi une infrastructure vitale pour le pays. Et donc, je plaiderai pour qu'on puisse, à côté des crédits à la consommation traditionnelle pour la rénovation, également avoir des crédits d'infrastructure qui soient affectés non plus à la personne qui engage les rénovations, mais qui soient affectés aux biens qui seraient rénovés, de manière à permettre l'intervention d'un tiers investisseur qui pourra se rembourser sur la durée et qui aura, lui, les reins suffisamment solides et les poches suffisamment pleines que pour mettre l'argent en premier lieu. Et donc, si on transformait ces crédits à la rénovation de crédit à la consommation affecté à la personne en crédit d'infrastructure qui sera affecté aux biens, nous pourrions faire rentrer dans le jeu des tiers investisseurs qui pourraient ainsi rénover beaucoup plus facilement. Je pense notamment à des immeubles de rapport ou à des beaucoup plus gros immeubles. Ça permettrait de faire rentrer davantage d'investissements sur le marché de la rénovation. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif ici, mais si on dit que le modèle arrive à bout de souffle et qu'on ne peut plus compter sur les subventions publiques, je crois qu'il faut absolument faire et porter des propositions à mettre en face. En voilà deux. Comme je l'ai dit, pour que ça fonctionne, on aura besoin d'argent, on aura besoin de gens et on aura besoin de stabilité.
il est essentiel que ça fonctionne parce que c'est au travers de la rénovation des logements qu'on va pouvoir convaincre les gens que la transition est dans leur intérêt et qu'en réalité, la transition ne va pas les amener à vivre moins bien demain, mais va leur permettre de vivre mieux concrètement dans les endroits où ils logent, dans les endroits où ils travaillent. Et donc la rénovation, c'est vraiment une des clés essentielles de la transition. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci beaucoup. Merci François Gemma.